Attentat à la voiture piégée à Bagdad devant un hôtel où résidaient des agents du renseignement américain. Au moins 6 personnes tuées, 10 grièvement blessées. Le conducteur kamikaze a actionné sa bombe après avoir été empêché de passer à un barrage. Près de l'île aux Moines, la nuit dernière, une embarcation a chaviré. 6 jeunes sont rescapés, mais il n'y a plus de chance de retrouver vivant le dernier passager dont le corps n'a toujours pas été repêché. À Bali, il y a un an, le carnage dans une discothèque et un restaurant de l'île. 202 victimes, dont une grande partie étaient des touristes australiens, mais également quelques Français. Journée du souvenir aujourd'hui. Michael Schumacher rafle tous les deux les records. Il détrône le mythe du coureur le plus rapide détenu jusqu'alors par Fangio. Schumacher s'empare de son 6e titre mondial. Au cinéma, Josiane Balasco est une autre femme. Elle a choisi cette fois-ci un rôle noir. Dans cette femme-là, elle incarne un inspecteur de police dépressive. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par l'actualité à l'étranger, marquée ce dimanche par un nouvel attentat à Bagdad qui visait directement les forces américaines. Des agents du renseignement le jettent au Bagdad Hotel et c'est là, dans ce périmètre occupé par les forces de la coalition, qu'une voiture piégée a explosé. Au moins 6 personnes ont été tuées, des Irakiens. 10 sont grièvement blessés. Après l'attentat contre le siège de l'ONU, c'est une autre représentation de l'occupation américaine qui est touchée. Jérôme Beny sur place. Panique en plein cœur de Bagdad, dans l'artère principale de la ville, la rue Sadoun. Une voiture piégée vient d'exploser, mettant le feu à d'autres véhicules. C'est l'hôtel Bagdad qui était visé. Il abrite des agents de la CIA et des membres du Conseil provisoire de gouvernement installés par les Américains. D'après des témoins, 2 véhicules sont impliqués dans l'attentat, une vieille Oldsmobile immatriculée en Irak et une Opel neuve sans plaque. La vieille Oldsmobile est arrivée très vite. Les policiers se sont précipités et c'est alors que la voiture sans plaque a foncé vers l'entrée principale. La voiture piégée tente de forcer le barrage, mais les policiers irakiens l'arrêtent dans sa course. Les gardiens ont fait feu sur la voiture exactement comme nous le leur avons appris, se félicite le colonel Mansour. Le véhicule explose à une 50aine de mètres de l'hôtel. Sous la violence de la déflagration, les panneaux de béton du mur de protection s'effondrent. Bilan, 6 morts, irakiens et le kamikaze, ainsi que plus de 10 blessés. Le FBI se met aussitôt à l'enquête, sans illusion. Aucun des commanditaires d'attentats à la voiture piégée en Irak n'a jamais été retrouvé. Ces derniers temps, les habitants de Bagdad avaient pu constater une certaine amélioration des conditions de leur vie de tous les jours avec des arrestations de bandes de kidnappeurs et de voleurs. Mais ce sont ces attentats à répétition contre les Américains et leurs alliés ici à Bagdad qui créent un sentiment permanent d'insécurité. Et aux États-Unis, la lassitude des Américains face à cette guérilla quotidienne se répercute dans les sondages. George Bush n'a jamais été aussi bas depuis l'avant 11 septembre et chacune de ces nouvelles attaques en Irak provoque une très vive émotion dans les familles qui ont des enfants en mission. Chaque jour, de nouveaux corps de GI sont rapatriés. Écoutez le désespoir de cette mère qui ne comprend plus pourquoi les soldats américains continuent de mourir, la guerre finie. Pascal Guelemer. 39 fusils alignés pour 39 soldats tués. La première division de Marines en Californie rendait hommage ce week-end à ces hommes tombés en Irak, avant et après la fin officielle des combats. Comme Travis Braddock, il a sauté sur une mine au mois de juillet. Sa mère l'avait regardé partir quelques mois plus tôt pour une guerre à laquelle elle ne croyait pas. Ce n'était pas à cause des armes de destruction massive qu'on partait en guerre. C'était pour changer le régime. Et cela m'a mise en colère, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. Ce devait être l'enterrement le plus spectaculaire, le plus solennel, parce que je voulais crier au monde entier que mon fils était mort, que tout le monde le sache. Il était si beau. Si vous aviez pu rencontrer ces garçons, ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient des garçons merveilleux. La mort, Dawn y pense tous les jours bien sûr, depuis que son mari réserviste est parti en Irak. Il restera là-bas jusqu'en février, 1 an d'angoisse qu'elle ne voudrait pas vivre une nouvelle fois. Il ne sera plus soldat réserviste une fois rentré à la maison.
Il n'y retournera pas. Et pour Gail aussi, qui attend le retour de son mari réserviste. Cette mission en Irak sera la dernière. C'est devenu évident chez mon mari, comme chez beaucoup d'autres réservistes. Ils ne veulent plus être appelés à nouveau. Pour patienter, on coche les journées écoulées et on espère éviter le pire. En France, les recherches se sont interrompues à la nuit tombée après qu'une petite embarcation ait chaviré la nuit dernière tout près d'Île aux Moines dans le golfe du Morbihan. 6 des 7 jeunes qui étaient à bord sont rescapés. Ils souffrent d'hypothermie, mais aucune chance désormais de retrouver vivant le dernier passager. Le bateau, pour une raison encore inconnue, s'est retourné dans un périmètre où le courant est particulièrement fort. Jacques Deveau. Ils sont montés à 7 sur une embarcation de ce type pour regagner l'île aux Moines, distante de 500 mètres. Il est 5h30 du matin, le groupe rentre de discothèque. Au milieu de la passe, le bateau chavire. Un des jeunes parvient à rejoindre la côte et donne l'alerte. 7 personnes sur un petit bateau, c'est pas des circonstances de bonne sécurité pour rentrer. Mais on ne connaît pas les circonstances, parce qu'ils avaient fait l'aller sur ce petit bateau. Donc c'est au retour qu'ils ont fait ce naufrage, on ne connaît pas exactement les circonstances. La présence d'esprit des naufragés a sans doute évité un bilan plus lourd. Habitant l'île aux Moines, connaissant bien les eaux du Golfe et ses courants violents, ils se laissent dériver. Les secours vont les retrouver éparpillés sur plusieurs îles. Une sur l'île d'Olavre, 2 sur les îles Logoden, une sur l'île Drennec. Sachant que le canot, à bord duquel ils ont fait naufrage, a été retrouvé à l'entrée de la passe de Conlo, soit environ 5 km par rapport au point de naufrage. La traversée de la passe est courte, un jeu d'enfant pour les habitués des lieux. Pourtant, le courant est violent en cet endroit. On n'a pas l'impression d'un courant très très fort, surtout là c'était de nuit en plus. Il a suffi de peu de choses pour provoquer l'accident, d'un mauvais mouvement dans le bateau, et c'était le drame, le chavirage. Les recherches ont été interrompues en soirée. Il n'y a plus d'espoir de retrouver vivant le 7e naufragé. Le parc de la Courneuve est toujours fermé au public. Les enquêteurs ont passé cette journée, comme celle d'hier, à la recherche du moindre indice après le meurtre de la petite Caddy âgée de 7 ans et étranglée vendredi. La brigade criminelle poursuit ses investigations alors que dans le quartier où habitait la fillette, l'émotion reste très vive. Caroline Gauthier, Mathias Barois. Toute la journée, les policiers ont encore arpenté les allées du parc de la Courneuve. Et c'est finalement non loin de là qu'ils ont découvert le cordon qui aurait servi à étouffer la fillette. La maman de Caddy a refait le trajet de sa promenade à vélo avec l'enfant. Dans l'après-midi, les maîtres chiens quittaient les lieux, mais l'enquête continue pour tenter d'élucider le meurtre par étouffement de la jeune Caddy, 7 ans. Ce matin, dans le quartier où habitait l'enfant, après le choc, chacun prend peu à peu conscience du drame. On se souvient, les images de Caddy se bousculent. Quand il y avait quelqu'un qui arrivait qu'elle ne connaissait pas, tout de suite elle allait à la voiture et puis elle discutait avec les gens, tout. Elle avait un contact qui était tout de suite facile, On avait l'impression que c'était elle la chef, parce qu'elle était dominante avec ses petits camarades. Beaucoup d'émotions qu'il va falloir gérer. Demain, les amis de Caddy vont retrouver leur classe, mais sans la fillette. Il y aura un certain nombre de psychologues, des médecins qui seront là, autour de l'équipe enseignante et de l'équipe pédagogique, pour pouvoir répondre aux questions des enfants, pour pouvoir les laisser parler, pour pouvoir parfois redonner un peu le sens des choses, et pouvoir surtout répondre à d'éventuels traumatismes psychologiques. Ce soir, la mère de Caddy s'est rendue à son domicile accompagnée par des policiers et soutenue par des proches. Mais elle préférera passer la nuit ailleurs, loin du tumulte. Hasard du calendrier, c'est demain que s'ouvre une semaine contre la maltraitance. Après les 2 tragiques affaires à Strasbourg dans le même quartier, le week-end dernier, le martyre de Priscilla et de Dylan, nous avons cherché à comprendre de quelle façon les services spécialisés tentent de travailler en amont pour identifier et prévenir tout risque de violence contre les enfants. Reportage Christophe Nedart, Antje Stahlschmidt. Votre fille fait l'objet de maltraitance ou de mauvais soins? Oui, je n'ai eu ma fille avec une marque sous le bras. Cela fait des mois maintenant que la petite Léa se plaint de violences familiales. Son père, qui n'en a pas la garde, a donc décidé de faire appel à cette association strasbourgeoise, avec l'espoir de protéger sa fille. Moi j'ai peur. Je veux que ça s'arrête, Parce que si la petite est malheureuse chez sa maman, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis la mort violente de Priscilla et de Dylan le week-end dernier, l'association Thémis est très sollicitée, comme si ces drames avaient libéré la parole. Chaque année, elle traite 300 dossiers de maltraitance infantile.
où des parents, des enfants, des jeunes sont tellement perturbés qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes faire des démarches. Donc il faut leur assurer, je dirais, ce soutien quotidien, un soutien psychologique, juridique. L'école est souvent en première ligne. C'est elle qui a alerté le père de Léa à cause de ses nombreuses absences. En France, 40% des cas sont signalés par des enseignants. Un enseignant dans le premier degré voit les enfants pendant 6 heures dans une journée. Donc il constatera que quelque chose, effectivement, pose problème pour cet enfant. Quand l'école n'a rien vu, les urgences prennent parfois le relais. Une prise en charge que les médecins abordent avec beaucoup de prudence. Il faut se méfier parce que certains patients, certains enfants sont très turbulents. C'est sur des consultations fréquentes en raison de traumatismes ou de fractures répétées qu'à un moment donné, les médecins finissent par se poser la question d'éventuels sévices. Depuis mars, 5 enfants sont morts suite à des violences familiales dans le Bas-Rhin. Un chiffre inquiétant qui montre les difficultés de la prévention. L'affaire de l'exclusion de 2 lycéennes parce qu'elles refusaient de retirer leur voile, cette affaire continue de faire débat, et en particulier au sein de la communauté islamique et de ses représentants avec cette question, le foulard est-il un signe religieux inscrit dans le Coran? Florence Griffon, Jacques Gérard. Durant tout le week-end, le Conseil français du culte musulman a débattu entre autres de cette question. Les femmes musulmanes doivent-elles porter le voile? Ce soir, voici leur position. Le voile est à l'évidence un signe religieux. C'est le Coran. On ne peut pas douter, si vous voulez, de la qualité de foi qui entoure le foulard. Le moufti de Marseille, lui, propose une autre interprétation du Coran. L'islam n'a pas de signe, il refuse le signe. Il suffit pour la musulmane d'être pudique, elle s'habille correctement et elle est largement musulmane. Si certaines femmes revendiquent aujourd'hui le droit de porter ce voile, y compris à l'école, d'autres ont choisi de partir en bataille contre ce qu'elles considèrent comme une oppression. C'est le cas de Shadort Javan, écrivain d'origine iranienne. Elle témoignait il y a peu devant la commission Stasi, elle qui était forcée de porter le voile pendant 10 ans. Quand on voile une fille, on lui inculque son infériorité. On lui inculque la culpabilité de sa sexualité féminine et ça déjà enfant, ça déjà mineur. Si cette question fait aujourd'hui tant débat, le port réel du voile par les jeunes filles de confession musulmane reste marginal en France. D'après le ministère de l'Éducation nationale, il n'y aurait chaque année que 10 cas faisant l'objet d'un contentieux juridique. C'est mardi que s'ouvrira le procès de Pierre Chanal dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Que l'accusé soit présent ou non, l'ancien adjudant, après sa tentative de suicide, a décidé de faire une grève de la faim depuis plusieurs semaines, refusant de comparaître. Reste l'essentiel pour les familles de disparus que le procès suive son cours pour faire entendre la vérité. Dominique Verdaillan. Un sentiment de déjà-vu mardi prochain pour les familles des disparus de Mourmelon. Elles prendront place au premier rang. À leur côté, les enquêteurs d'un dossier vieux de 23 ans. Face à elles, les pièces à conviction, témoignages de la déviance d'un militaire. 3 magistrats prêts à entendre 86 témoins et experts. Et dans le box, toujours cette chaise désespérément vide, fatiguée, diminuée, Pierre Chanal refuse de comparaître pour la seconde fois. On veut que les familles des victimes puissent faire leur deuil. Il faut donc un procès, il faut un coupable. C'est Pierre Chanal qui fait office de coupable. Lui ne veut pas se prêter à ce qu'il considère comme un procès jugé d'avance. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas venir et il ne viendra pas. Demain, Pierre Chanal devrait être transféré de la prison de Fresnes à celle de Reims. Mardi, la cour d'assises pourrait décider de juger Pierre Chanal en son absence. Chaque soir, un greffier ira alors lui rendre compte de l'audience du jour. Un procès sans accusé dans le box, même les parties civiles en acceptent l'augure. On n'attend pas grand-chose de ce procès, mais enfin, il faut que ça arrête parce qu'on n'en peut plus. Pour tout le monde, pour toutes les familles. On a beau taper à toutes les portes, bon, l'armée ne s'occupe pas de nous, non, la justice, c'est par... non. Poursuivi pour l'assassinat de 3 des 8 disparus de Mourmelon, Pierre Chanal encourt la perpétuité. À l'issue de 3 semaines de procès, les familles risquent de quitter Reims sans avoir obtenu les réponses escomptées depuis 2 décennies.
La réforme en profondeur de la sécurité sociale est l'un des grands chantiers que s'apprête à attaquer Jean-Pierre Raffarin. Le calendrier a été arrêté, les premières mesures seront fixées d'ici l'été. Étape inaugurale demain avec le lancement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et en prélude aux mesures drastiques que devra prendre le gouvernement, l'entrée en vigueur aujourd'hui d'une baisse de remboursement de 70 médicaments. Laurent Bailly, Sylvain Dauba. Assurés sociaux, soyez vigilants. Depuis ce matin, 70 médicaments de marque ne sont plus remboursés que sur la base de leur générique, c'est-à-dire environ 30% de moins en moyenne. Prenons l'exemple de cet anticholestérol. Il vaut 10,18 € sous sa marque commerciale. Le générique, lui, est à 8,07 €. Donc il fait quand même une différence assez sensible par boîte. Et l'assuré social ne sera plus remboursé? Il sera remboursé sur la base des 8,07 €. Renitec, Lexomil et autres Spasfon, autant de marques célèbres qui risquent de retomber dans l'ombre au profit de leur générique, tout aussi efficace mais moins cher. Et les assurés rencontrés dans cette pharmacie en acceptent l'idée. Ça me paraît plutôt simple et je pense que je réfléchirai maintenant à prendre mes médicaments, plutôt privilégier les génériques de façon à avoir un remboursement qui correspond à la dépense engagée. Je trouve ça logique. C'est normal, mais dans la mesure où il y a un générique équivalent, je vois pas pourquoi on s'accrocherait à une marque. Ce nouveau tarif forfaitaire de responsabilité, le ministre de la Santé en attend une économie de plusieurs centaines de millions, c'est trop peu. Le déficit de l'assurance maladie atteint 10,6 milliards cette année. L'objectif est donc pour le gouvernement de réformer la Sécu en profondeur. Coup d'envoi demain avec l'instauration d'un haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Ces 53 membres, issus de professions de santé, des syndicats, des employeurs et du monde politique, donneront leurs recommandations pour réformer avant l'été 2004, comme l'a demandé Jacques Chirac. La hausse des taxes sur le tabac qui rencontre l'hostilité des buralistes pourrait être éventuellement reportée. C'est ce que croit savoir le président de la Confédération nationale des débitants de tabac. Une affaire à suivre. Les sondages continuent de fleurir sur la question des 35 heures. Les Français seraient favorables à un maintien de la loi. Cette photo de l'opinion varie selon les instituts. Reste la réalité du débat avec cette constante, pas de retour en arrière sur un acquis social. Nathalie Moisan, Carole Gréco. Bruno Rommel est chauffeur de bus à Paris depuis 4 ans. Avec le passage aux 35 heures, il a gagné 9 jours de repos et à l'image d'une majorité de Français, il considère la réduction du temps de travail comme un avantage acquis. Je trouve que c'est une avancée pour nous, parce qu'on a gagné en des repos et plus de temps libre. Donc, moi j'ai des enfants, ça me permet de passer plus de temps avec eux. Comme lui, tous les chauffeurs que nous avons rencontrés apprécient les nouveaux rythmes de travail. Aucun d'entre eux n'accepterait de retour en arrière. Ce sera un recul et on nous a donné quelque chose, je vois pas pourquoi on en enlèverait. Ce week-end, 3 sondages confirment l'attachement des salariés à cette réforme. Selon le CSA, 64% d'entre eux souhaitent le maintien des 35 heures, 23% leur suppression, 11% leur suspension temporaire. Il est possible effectivement qu'à partir du moment où le débat se cristallisant entre la gauche et la droite, beaucoup se soit dit qu'on pouvait voir remis en cause ce que certains considèrent comme un avantage acquis et que donc du coup le camp de la mobilisation en défense des 35 heures se soit du coup accru. Pour les analystes, les salariés n'accepteraient un retour en arrière qu'à 2 conditions. Ils ne peuvent être qu'intéressés si, d'une part, ce n'est pas une mesure générale, mais une mesure facultative, et si en même temps, on leur dit, ben voilà, vous aurez une augmentation très significative de vos revenus. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il ne proposera pas de nouvelle loi sur les 35 heures, mais des adaptations dans les branches professionnelles et les entreprises. En ce moment même, à l'Élysée, rencontre informelle entre le chancelier Gerhard Schröder et Jacques Chirac. La question de leur position sur les déficits budgétaires sera bien évidemment abordée. Il y a un an avait lieu l'attentat de Bali, le plus sanglant depuis les attaques du 11 septembre. 202 personnes tuées, des touristes fauchés par des explosions dans un restaurant et une boîte de nuit d'un quartier très touristique de l'île, réputé pour sa douceur de vivre. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes se sont retrouvées dans la douleur à Bali. Des centaines de survivants, des familles de victimes qui avaient fait le voyage pour participer à cette cérémonie sous haute surveillance. Et puis en Australie, pays qui a payé un très lourd tribut puisque 88 ressortissants ont perdu la vie dans l'attentat. D'autres manifestations de recueillement se sont déroulées. Parmi les victimes, 4 Français avaient trouvé la mort. Pour cette journée du souvenir, les proches du jeune Guillaume, qui a perdu la vie à 27 ans dans le carnage de la discothèque de Kuta, se sont réunis ce matin lors d'une cérémonie religieuse. Reportage Karine Comazzi, Sylvain Gauthier.
Dans leur petite paroisse de Biorel, au milieu de la foule dominicale, un père, une mère, les yeux encore un peu perdus dans le souvenir. Il y a un an, leur fils, Guillaume, était tué dans l'attentat de Bali. C'est assez émouvant et c'est un peu enrageant de voir qu'on est là tous pour la mort d'un jeune et de plusieurs jeunes, parce qu'ils étaient nombreux quand même. 202 morts et des centaines de blessés. L'intention du commando islamiste était claire, tuer un maximum de touristes blancs, des jeunes Australiens et des Occidentaux venus faire la fête dans ce pub et cette discothèque de Bali. Parmi eux, 3 amis d'enfance en voyage en Asie. Guillaume avait 27 ans. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait une pensée sur ces affaires, cet attentat. Et effectivement, c'est la fatalité à mon avis. Il était là où il ne fallait pas. Cette mort absurde, la famille a pu en faire le deuil en récupérant le corps de Guillaume un mois après l'attentat. Puis, plus aucune nouvelle sur l'enquête. Et c'est à la télé que la famille découvre le visage d'Amrosi, l'un des 4 terroristes présumés lors de son procès. Quand on voit ces garçons qui font super et qui rigolent et qui sont très contents de ce qu'ils ont fait et qui ne regrettent pas du tout et qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait, il ne faudrait pas qu'ils passent à côté de nous, quoi. Les proches de Guillaume disent n'éprouver aucune haine. Simplement ici, loin, si loin de Bali, quelques mots sur une tombe expriment leur crainte que cet attentat ne soit pas le dernier. C'est en début de semaine que vont reprendre les négociations sur l'indemnisation des familles des victimes de l'attentat contre le DC-10 d'UTA. L'expiration du délai pour trouver un accord était fixée hier à minuit. De nouveaux contacts ont repris entre Paris et Tripoli. Au Pays Basque, attentat à l'explosif sur un parking. 12 camions ont été touchés. Les explosions ont eu lieu à l'aube, provoquant l'incendie de véhicules sans faire de blessés. L'un des camions touchés appartenait à une entreprise basque espagnole qui avait refusé de verser l'impôt révolutionnaire que réclame l'ETA, précision donnée par les médias de la région. Et puis à Bordeaux, pour une raison inconnue, ce sont 3 poids lourds également stationnés sur un parking qui ont été détruits par les flammes. Les camions venaient du Portugal. Une enquête a été ouverte. C'est aujourd'hui que Jean-Paul II a donné le coup d'envoi des célébrations du 25e anniversaire de son pontificat, une semaine qui, dès ce dimanche, a commencé dans sa Pologne natale avec une série de concerts et de spectacles. Au Vatican, malgré la santé si fragile du pape, aucun changement de calendrier, mais la question de la succession est dans tous les esprits. Maryse Burgot. Jean-Paul II est fatigué, mais il est déterminé à honorer ses obligations jusqu'au bout. En ce dimanche matin, le pape s'est donc adressé comme d'habitude à ses fidèles. Jeudi prochain, le 16 octobre, je célébrerai le 25e anniversaire de mon pontificat. C'était donc il y a 25 ans, un homme au nom jusqu'alors inconnu prenait la tête de l'Église catholique. Cardinalem Wojtyła. Un quart de siècle de pontificat que le pape célébrera donc jeudi à Rome. Mais ces images d'un Jean-Paul II dans la force de l'âge appartiennent bien au passé. Les cérémonies de ce 25e anniversaire réuniront plus de 300 prélats à Rome, une sorte de conclave avant l'heure, car même s'ils s'en défendent, ces évêques et archevêques réfléchissent déjà aux successeurs d'un Jean-Paul II très affaibli. Il est en fin de course, on peut le dire sans fioriture. Combien de temps encore? Quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Soyons prudents, il nous a habitués depuis des années à avoir une volonté extraordinaire. Il peut encore tenir un certain temps. Dimanche prochain, Jean-Paul II conduira les cérémonies de béatification de Mère Teresa, dont quelques effets personnels sont exposés en ce moment à Rome. Plus de 250 000 pèlerins suivront ces cérémonies. Jean-Paul II aborde ainsi l'une des semaines les plus éprouvantes de son pontificat. Et dans moins de 10 jours se tiendra le consistoire au Vatican avec l'investiture de 30 nouveaux cardinaux nommés le mois dernier par Jean-Paul II, une façon pour le Saint-Père de peser sur sa propre succession. Parmi les nouveaux élus, l'archevêque Bernard Panafieux, archevêque de Marseille depuis 8 ans, son portrait Isabelle Stess, Christophe Larocca. On le décrit comme un homme de dialogue dans une ville multiculturelle. Depuis que le populaire archevêque de Marseille a été nommé cardinal à 72 ans, il ne fait pas un pas dans la rue sans recevoir de chaleureuses félicitations.
Je ne m'attendais pas du tout à recevoir une telle charge, une telle responsabilité. Sur le moment, je dois dire que j'ai été, comme on dit à Marseille, abasourdi. Dans quelques jours, Monseigneur Panafieux quittera sa résidence marseillaise pour célébrer à Rome les 25 ans de pontificat de Jean-Paul II. Je ne sais pas si c'est le dernier hommage, mais c'est en même temps une action de grâce envers le Seigneur qui nous a donné un pape de cette qualité, le pape de la paix, le pape de la réconciliation. C'est cette photo-là. Les hommes d'église n'aiment guère évoquer la maladie du pape. Alors évidemment, le pape était plus jeune et moi aussi. En 94, il était encore en bon état. La maladie a fait son œuvre très rapidement. C'est, je pense, une forme aussi d'humilité que d'accepter de ne plus apparaître ce qu'on a été. Jean-Paul II a la force de caractère pour affronter de lourdes cérémonies, dit Monseigneur Panafieux, porteur de messages de fidèles, demandant au pape de rester encore. Je crois que le pape a la volonté d'aller au bout du chemin. Vous pensez qu'il est au bout du chemin aujourd'hui? Qui peut le dire? En 1947, Notre-Dame de la Garde accueillait le jeune prêtre Karol Wojtyła. L'archevêque de Marseille ne désespère pas d'une visite ici du pape. Du sport avec cette journée de sacre pour Michael Schumacher, plus fort, plus vite, plus haut dans le mythe que Fangio, qui fut si longtemps la référence indétrônable de la Formule 1. Michael Schumacher bat tous les records avec son 6e titre mondial. Aaron Tanzit. Le point rageur, Michael Schumacher sait qu'il vient de rentrer dans l'histoire. 6e titre de champion du monde pour le pilote Ferrari, record absolu. Un de plus que Fangio. Les deux hommes se rencontrent en 1992. L'un débute, l'autre est déjà une légende. Dans les années 50, l'Argentin remporte 5 titres. 2 champions, 2 époques différentes et un point commun. Sur la piste, ils n'ont aucun rival. Le principal concurrent de Fangio, Ascari, s'est tué en 1952 et a laissé la voie libre à Fangio. Et Schumacher est un petit peu dans cette même situation puisque son vrai rival, qui aurait dû être Ayrton Senna, a disparu en 1994. Ayrton Senna, 3 titres de champion du monde, un de moins qu'Alain Prost. Le Français s'est arrêté à 51 victoires. Schumacher, lui, en est déjà à 70. L'élève a largement dépassé le professeur. Il est très bon sous la pluie, très bon sur le sec, très bon quand les conditions sont un petit peu particulières. Il tire le maximum à tout instant. Habitué aux interviews dès son plus jeune âge, Michael Schumacher fait ses premiers tours de piste en karting. Du kart à la Formule 1, à force de victoires, il trace sa route. 2 titres chez Benetton, puis c'est l'aventure Ferrari. Quand il arrive, l'écurie est au plus mal. Associé à Jean Todt, Schumacher replace la Scuderia sur les podiums. Ce matin, à Maranello, les tifosi se sont levés tôt pour voir leur favori l'emporter. À 34 ans, Schumacher est un homme à record. Il est le sportif le mieux payé de la planète. Chaque année, c'est 65 millions d'euros de gagnés. De quoi mettre son compte en banque à la hauteur de son palmarès. La Coupe du Monde de rugby, aujourd'hui l'Écosse s'est rentrée à petits pas en battant difficilement le Japon 32-11. Les Écossais ont eu bien du mal, tout s'est fait dans les 10 dernières minutes. Peu prolixe habituellement, l'entraîneur Bernard Laporte a commenté avec bonheur la victoire hier du 15 de France. Nous sommes heureux, a-t-il déclaré. À 39 ans, celui qui, depuis 4 ans, emmène l'équipe de France est réputé pour ses coups de gueule. Un personnage entier, parfois excessif et quelquefois controversé. Christophe Duchiron, Jean-François Renaud. Demandez aux joueurs de l'équipe de France, ils vous répondront que Bernard Laporte est un homme de parole, qui sait manier le verbe aussi bien que le demi de mêlée maîtrise le ballon, avec dextérité et conviction. C'est trop court une Coupe du Monde pour se dire après putain non, il faut bouffer rugby, dormir rugby pendant 16 années. On a des jambes comme les Néo-Zélandais en ont, comme les Anglais en ont, comme les Australiens en ont, on a de la puissance comme eux ils en ont, on n'a rien de moins que les autres. Sur un terrain, quand il attaque le discours de la méthode auprès des Bleus, ça fait frémir certains tympans et forcément ça blesse parfois l'orgueil. Debout, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, Olivier? Ne déséquilibrez pas la première ligne, putain, retenez-les! Bernard Laporte n'est pas qu'un entraîneur qui crie, c'est aussi un entraîneur qui gagne. Le grand chelem des Bleus en 2002, en attendant qui sait la Coupe du Monde en 2003. Moi je vis avec passion, avec détermination, avec beaucoup de plaisir d'abord avec ce groupe-là et tout le staff, parce que je ne suis pas le seul. Maintenant après, je ne sais pas si je suis emblématique.
Emblématique, faut voir, médiatique, c'est tout vu. Oui, qu'on parle quoi? On demande des touches, les mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. Rien. Pas une passe. On leur a donné les touches de poing, ils n'ont pas fait une passe. On dirait qu'on sait pas, qu'on découvre. Ce parfait exercice de remontée de bretelles a tapé dans l'œil un publicitaire et voilà comment Laporte s'est retrouvé en mangeur de nouilles. Du plat de pâtes au plateau télé, il n'y a qu'un pas que Laporte a franchi aisément. Émission grand public, marionnette au guignol, vendeur de rugby et d'une belle performance tricolore. Il est difficile de certifier aujourd'hui que nous gagnerons la Coupe du Monde, mais qu'encore une fois que la Coupe du Monde ressemble à ce qu'on veut qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on donne le maximum, qu'on soit, je dirais, sans regret. Excessif parfois, irréprochable certes pas, il arrive à ce perfectionniste de se taire. Alors pour quelques instants seulement, le silence est d'or et la parole d'argent. 6e journée des défilés avec Lanvin et Louis Vuitton, 2 collections consacrées au luxe, délicat et tout en nuances pour Albert Elbaz chez Lanvin, plus ostentatoire chez Louis Vuitton. Estelle Collin, David Fassa. Un logo qui vaut de l'or. En 5 ans, le New-Yorkais Marc Jacobs a su hisser le célèbre Maltier au top des marques de mode. L'enseigne phare du groupe LVMH, considérée comme la griffe la plus rentable du monde, est aussi la plus recherchée du marché, particulièrement par les Asiatiques qui assurent 50% des 3 milliards d'euros du chiffre d'affaires qu'elle génère. Du luxe encore chez Lanvin qui, en débauchant Albert Elbaz de la prestigieuse maison Yves Saint Laurent, a su redonner une vraie bouffée d'oxygène. Virtuose de la coupe, les variations de la mode, Albert Elbaz s'en moque. Car l'air de rien, l'allure est là, évidente, comme dans ses robes coupées dans le biais. Un exercice de style couture pour un prêt-à-porter sans couture, du pur luxe. Pour moi, les looks, c'est ce genre de pièce qui ne peut pas être fait si on ne met pas beaucoup d'amour, si on ne met pas beaucoup de travail de main. C'est presque comme un secret professionnel. C'est ça le luxe, peut-être. Albert Elbaz chez Lanvin a le mérite, c'est assez clair, de montrer des vêtements destinés à habiller des femmes, plus qu'à servir de caution à une image publicitaire. Le groupe Zebda a décidé de se mettre entre parenthèses. Après 18 ans de vie en commun, les 7 artistes marquent une pause. Ils ont donné hier leur dernier concert. Zebda, dont l'image est très liée à celle de Toulouse. Le groupe est mis en sommeil, mais ils continueront, disent-ils, de militer comme ils le font depuis toujours. La Bibliothèque nationale de France consacre en ce moment une exposition à l'inoubliable acteur Gérard Philipe, disparu brutalement à l'âge de 37 ans, l'occasion de découvrir le travail de ce comédien mythique qui était aussi un homme engagé. Sophie Jouve, Bernard Pucessot. Avec cet incroyable sourire, comme pour s'excuser d'être beau, Gérard Philipe a incarné le charme et la grâce d'un homme libre. En arrivant, vous n'avez pas donné votre billet à quelqu'un? Je suis venue seule. Vous êtes venu seul? En 15 ans de carrière, il a tout joué. Le médecin alcoolique, le séducteur minable ou l'aventurier frondeur. Curieusement, la Bibliothèque nationale nous propose la première exposition jamais organisée sur lui. Une vie si brève et si intense de héros romantiques qui symbolisaient les années 50, leur désir de paix et leur aspiration au bonheur. Il n'y a pas aujourd'hui qui que ce soit qui soit autant star que lui. Peut-être Johnny Hallyday a quelque chose de ça pour moi. Je pense qu'il ne refusait jamais le contact avec le public. C'était quelque chose qui le nourrissait profondément. Refusant la facilité, le comédien engagé crée la surprise en choisissant de travailler avec Jean Vilar au TNP, le Théâtre National Populaire. Le Cid, le Prince de Hombourg, Lorenzaccio, autant de rôles qui le transforment en mythe et font vibrer les foules. Il y avait un tel enthousiasme surtout. Il revivait le texte vraiment comme s'il l'avait écrit. J'ai 150 magazines avec des articles de presse sur lui, j'ai ses photos, ses disques, ses biographies, tout quoi. Oh, répondez, est-ce encore un rêve? Vous savez, il était tellement doué, tellement sensible et tellement lyrique et tellement... C'est comme un prêtre enfin. On était dans le sacré avec lui sur la scène. Gérard Philipe voyait son avenir dans les rôles qu'il se destinait.
Mais un cancer l'emporte à l'âge de 37 ans. Un homme meurt, une légende surgit. Aujourd'hui, le club Fanfan la Tulipe est venu de Tokyo pour rendre hommage à cet éternel jeune homme qui les a fait rêver à l'autre bout de la planète. Josiane Balasco a tous les talents. L'artiste, comédienne, scénariste a choisi cette fois-ci un rôle noir. Elle n'est plus que convaincante. Cette femme-là, c'est le titre d'un polar où Josiane Balasco joue une femme inspecteur de police dépressive. Pascal Deschamps, Bernard Pichessot. Tailleur sombre, Smith & Wesson à la main, Josiane Balasco et l'inspecteur Michel Varin. Un polar à l'atmosphère angoissante et une grande première pour une comédienne abonnée jusque-là, avec succès, au registre comique. C'est d'ailleurs son copain de l'époque du Splendide, Thierry Lhermitte, qui l'a poussé à dire oui à Guillaume Niclou. Ce jeune réalisateur lui avait à lui aussi proposé un contre-emploi il y a 3 ans. Pour Niclou, elle a donc endossé la tenue disgracieuse d'une femme flic confrontée à une affaire d'assassinat. C'est arrivé au bon moment. Peut-être parce que justement, avec l'expérience, je suis plus apte à aborder ce genre de personnage très torturé, et puis que je n'avais pas l'habitude de jouer. C'est plutôt réjouissant que ce soit un jeune auteur qui me propose, qui me voit autrement, qui devine en moi d'autres possibilités. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Je pense que Josiane a toujours été capable de ce type de rôle, simplement on ne lui a jamais proposé. Donc j'espère que c'est l'opportunité pour elle d'une nouvelle partie, en tout cas du jeu, qui s'ouvre à elle. Pour être franche, on m'invite pas à dîner tous les soirs. C'est pas ce qui perd. J'ai envie de vous embrasser. Parallèlement à l'enquête, on découvre en Michel Varin une femme seule, traumatisée par la mort de son enfant, dont elle se sent responsable, une femme en proie à des cauchemars. C'est aussi le talent de Guillaume, c'est qu'il met ses personnages dans les situations de peur primaire ou primale. Enfin, c'est-à-dire que vous me parlez de La Forêt la nuit. La Forêt la nuit, c'est une angoisse de conte de fées depuis Blanche-Neige avec la forêt maléfique. C'est peut-être pour ça que le spectateur est très réceptif, parce que c'est un terrain à la fois familier et à la fois terrifiant. Aux côtés d'une Josiane Balasco tout en pudeur et en retenue, le spectateur frémit. Cette femme-là est un vrai film noir, une histoire de rédemption, filmée avec virtuosité. Une vente aux enchères pour les fans de Coluche et de moto à Angers. Cette Yamaha 750 qui a permis à Coluche de décrocher en 85 le record du monde de vitesse a été adjugée à un heureux passionné originaire de Toulouse, séduit, dit-elle, par cette machine porteuse d'un état d'esprit. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55 urgence. Minuit 15, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain à 7h dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Charles Pasqua. 13h le journal Daniel Bilalian, 20h David Pujadas. Et puis demain soir, mots croisés, Arlette Chabot avec 2 débats qui profitent les 35 heures avec Jean-François Copé et Bernard Thibault. Et puis faut-il être une star pour être élu avec Roselyne Bachelot et Arlette Laguillet. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de l'arrivée à Bordeaux du célèbre 3 mâts le Belém, l'un des plus vieux grands voiliers marchands français.